Écoutez, je vais vous proposer de commencer puisque nous sommes dans le bon timing. Donc là, je déclare ouverte notre séance pour notre webinaire. Vous avez nos coordonnées en QR code pour trouver notre site si c'était nécessaire. Tout de www.association-inf.com. Et puis également, si vous voulez nous rejoindre déjà là maintenant, mais ou après, vous aurez la possibilité de le faire. Alors aujourd'hui, manager l'intergénérationnel. C'est un mot difficile avec plein de syllabes. Le travail est-il toujours une valeur pour nous, les nouvelles générations? Alors, déjà là, pour, planter un petit peu le décor, j'ai eu des échanges aussi de mails avec les personnes qui s'inscrivent, qui me posent déjà des petites questions auxquelles je réponds en partie. Ou, Priscilla aussi, notre conférencière, m'a aidée à répondre parce qu'on va l'appeler Françoise, comme ça c'est mon prénom et si elle est là ou si elle voit le replay, elle l'entendra. Elle se posait la question: «Est-ce que c'était vraiment pour elle ce type de webinaire? Est-ce que c'était pas plutôt adressé aux baby boomers?» Et alors ça m'a fait un peu sourire parce qu'en fait, tout le monde a besoin de comprendre toutes les générations. Alors nous lui avons répondu avec Priscilla qu'effectivement elle était la bienvenue, qu'elle se ferait son opinion, par elle-même, en suivant le webinaire. Mais de se demander déjà, de se questionner: «Est-ce que c'est vraiment pour moi?» C'est un truc, peut-être une autre cible, et en fait, on peut s'apercevoir que les messages que l'on donne en fonction de qui, on s'adresse et bah, du coup, c'est pas forcément, perçu de la même manière. Donc de bien voir comment manager l'intergénérationnel, c'est, indispensable. Alors j'ai même eu des réflexions, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui a dit: «Bon, je viens pour découvrir». Donc ça, c'est déjà une bonne tournure d'esprit. Tafik m'a dit une bonne initiative, et c'était une problématique intéressante sur laquelle il y avait peu de communication. Donc nous sommes contents de faire une communication sur un thème qui est pas assez développé et pourtant Dieu sait si c'est important, au quotidien. Et puis il y a Maurice, qui, est un tout nouvel adhérent également, qui est passionné par l'intergénérationnel. Bon, je ne sais pas s'il a pu venir en ligne, mais il verra qu'on est d'accord ensemble et bien sûr avec Priscilla sur le thème. Alors, l'INF, pour ceux qui connaissent pas, eh ben, c'est apparu dans les révolutions industrielles du 19e siècle. On est passé d'une société agraire artisanale à société commerciale et industrielle. Et en 1840, la vapeur, 1882, l'ampoule électrique, c'est tout des nouveautés pour l'époque, et Dieu sait si c'est important aussi et utile aujourd'hui. Eh ben, l'association, effectivement, INF, est de 1894. Et elle est née, origine, son berceau, si je puis dire, c'est effectivement les Hauts-de-France, où fortement industrialisé, où il y a eu donc des chefs d'entreprise qui se sont préoccupés des risques professionnels, des accidents du travail. Donc, quelque part, la INF est quand même une version tout à fait novatrice, et elle l'est toujours, mais depuis plus que séculaire maintenant, reconnu d'utilité publique depuis 1897 également. Donc, son rôle, c'est prévenir des risques industriels, promouvoir la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail. Alors peut-être que à l'origine, 1894, on était un peu loin de la qualité de vie au travail. Heureusement que tout ça a un peu quand même, bien sûr, évolué. Donc on vous propose tous les mois des webinaires qui sont ouverts à tous, qui sont effectivement gratuits, bien sûr, et qui vous permettent, bon, si vous êtes, alors là, c'est ouvert à tout le monde, mais bien sûr, il y a des plus pour nos adhérents. Les replays, c'est pour les inscrits, et même s'ils s'inscrivent pas, nos adhérents y ont accès quand ils le veulent. Il y a un tas de présentations qui peuvent être mises en ligne. Là, j'attends ma veille réglementaire mensuelle pour pouvoir l'envoyer à nos adhérents. Il existe une bourse à INF pour financer des stages étudiants. On en a financé quelques-uns en 2025. On monte aussi des formations SST. Il y a un programme, il y a une session début mars qui est déjà complète d'ailleurs. Il existe aussi des outils qui sont prêts à l'emploi. Il suffit de contacter la INF et on peut en parler bien sûr davantage. Alors l'actu de la INF en deux mots, en ce moment, c'est même demain d'ailleurs. Nous examinons par un jury de présélection des dossiers de candidats au prix universitaire
universitaires. Donc là, on récompense des personnes qui sont en master 2 ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs et qui ont travaillé un thème de prévention. Donc le jury, c'est la partie soutenance des candidats. Les lauréats sera le 9 mars et la remise du prix officiel en octobre. Donc là, c'est l'activité vraiment très court terme, c'est demain. Et on organise aussi avec la INF et avec des partenaires, là, la RAC en question, le 3 février, une safety box qui est un outil pour voir notre niveau en matière par rapport à l'addiction, là. Et c'est un domaine aussi très, très important à suivre et on voit tous les problèmes que ça peut apporter dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Là, c'est pour vraiment. Alors, le travail est-il toujours une valeur pour les nouvelles générations? J'ai eu dans mon forum, c'est quelqu'un qui m'a posé une question, on verra quand on en sera là tout à l'heure. Alors, j'ai l'avantage d'avoir comme invitée Priscilla Saunier, directrice générale associée de la Maison d'Alfred à Roubaix, c'est aussi dans le Nord, là. On a fait connaissance en septembre, en journée Human Day, où la INF était présente et la Maison d'Alfred également. On a bien sûr bien sympathisé, puis on a surtout eu des affinités par rapport à ce genre de thème. Et comme c'était un thème qui n'avait jamais été abordé par la INF, bon, je me suis dit, on va tenter. Et là, globalement, on est à 180 inscrits avec les différentes sources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y aura aussi d'autres webinaires. Le 19 février, c'est allier la performance industrielle et la santé des opérateurs. Est-ce que c'est une mission possible pour parodier un peu les missions impossibles? Le 19 mars, ce sera le passeport prévention qui est lancé de façon officielle par une filiale de la Caisse des dépôts et consignation de France, hein, le 16 mars. Et j'aurai l'honneur d'en avoir la responsable au niveau national qui vient nous présenter ça en sachant que ça devient complètement obligatoire pour les entreprises. Ça s'est lancé pour les organismes de formation au 1er septembre et maintenant ça se généralise. Il y a plein de choses à découvrir aussi là. D'abord, je voudrais me présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'intervenir pour la INF aujourd'hui. Moi, je m'appelle Priscilla Saunier, j'ai 49 ans. J'ai 4 enfants qui sont tous dans la génération Z, si on les catalogue par rapport Il y à la aura de thématique l'ambiance à du la jour, maison. entre 15 et 23 ans. Certains vivent plus chez moi déjà, mais bon. Et ensuite, donc moi, je dirige la Maison d'Alfred. Donc, nous sommes un centre de formation dédié au leadership et au management. Et particulièrement, moi, j'interviens sur toutes les thématiques qui sont relationnelles. Donc, notamment sur la relation consciente en entreprise, notamment la relation intergénérationnelle et bien d'autres sujets encore, toutes les thématiques autour du management. Avant de développer ce projet depuis 3 ans, j'étais dirigeante dans plusieurs entreprises. J'ai d'abord fait 15 ans dans l'industrie, dans des environnements industriels, et j'ai managé jusqu'à 2200 personnes. Donc j'ai vraiment eu cette passion pour l'humain, parce que pour moi, si on est manager, c'est qu'on aime les gens, sinon on change de métier, parce que c'est vraiment un métier relationnel. Et puis ensuite, j'ai dirigé une société que j'avais reprise de construction de maisons individuelles. Donc là, j'ai changé complètement de secteur d'activité. Puis ensuite, j'ai été directrice générale dans la finance de marché. Donc voilà, un parcours assez varié en termes de secteur d'activité, mais toujours sur des enjeux managériaux et de leadership. Et du coup, j'en ai fait mon métier aujourd'hui en créant ce centre avec mon associé Emmanuel Zecchini. Donc voilà, c'est de cette expérience-là que je vais vous partager aujourd'hui un certain nombre de notions sur le management intergénérationnel, qui est un sujet qui me passionne. Donc on va d'abord commencer par un panorama, c'est-à-dire qu'on va spécifier ce qu'est chacune des générations. Donc les dates de naissance des générations pour pouvoir situer vous déjà, j'imagine que vous le savez, mais aussi vos collaborateurs si vous en avez ou vos collègues. Et ensuite, on verra les différences entre chacune d'entre elles, ce qui a évolué et comment la société a joué son rôle aussi dans l'évolution de chacune des générations. On fera un zoom sur la génération Z qui semble être un peu perturbante dans son arrivée sur le marché du travail depuis très peu d'années. En fait, elle arrive sur le marché de l'emploi et en fait peut avoir des comportements qui détonnent et qui peut surprendre. Mais on le verra tout autant que la génération Z l'avait fait il y a quelques années quand elle-même est arrivée sur le marché de l'emploi.
Et ensuite, on fera un point sur les clés pour manager l'intergénérationnel. Pourquoi je voudrais faire ça? Parce que dans son équipe, on n'a pas que des jeunes ou que des vieux, enfin, on a forcément de tout. Et Des vieux, nous-mêmes, comment en tu tant que vas? manager, des vieux, bah, je me mets dans les vieux, 49 ans, on va Oui, dire moi que... j'ai des, En tout cas, ouais, au niveau de j'ai des, l'emploi, on est classé senior après 45 ans, donc on va dire comme ça. Et donc, oui, on a forcément plusieurs générations à manager. Et nous-mêmes, en tant que manager, on peut être très jeune manager à manager des beaucoup plus expérimentés. Et du coup, ça peut aussi provoquer parfois des incompréhensions ou des sujets de problématiques de communication, tout simplement. Donc, voilà comment on va dérouler l'ensemble de la présentation. Donc, je vais partager effectivement, comme tu le suggérais, Françoise, mon écran pour que vous puissiez suivre ce que je vous raconte. Alors, ouais, est-ce que vous bonjour à tous ceux voyez? qui viennent de nous rejoindre, voilà. Oui, on te Est-ce que voit. ça s'affiche un écran vert chez Oui, vous? oui, oui, c'est bon pour Très nous. bien. Parce que comme je suis deux écrans, je vous vois encore, donc c'est bien. Donc, le management intergénérationnel. Donc, je vais commencer par le panorama des générations et leur culture, d'où viennent la culture de chacune des générations. On va les regarder pas à pas en prenant les plus anciens sur le marché du travail, qu'on appelle les baby boomers, donc qui sont nés entre 46 et 64. Donc là, on est carrément dans la génération d'après-guerre, c'est-à-dire une période où il y a une prospérité économique, hein, on appelait ça les Trente Glorieuses à l'époque, et c'est surtout la génération qui a connu énormément de changements au niveau de la société, notamment sur tout ce qui est au sujet des droits civiques, développement de la consommation de masse. Et donc, on est sur des personnes qui sont très attachées aux valeurs. Les valeurs, c'est la loyauté envers l'entreprise, c'est un sens vraiment d'engagement en termes d'horaire. On appelle ça, moi j'ai noté le travail acharné, et aussi une certaine stabilité professionnelle. C'est une génération qui fait des longues carrières en entreprise. On peut avoir même des personnes qui font toute leur carrière dans la même entreprise. Et les valeurs pour eux dans l'entreprise, c'est diriger et obéir, c'est-à-dire c'est les verbes clés qui leur parlent bien. Et on va voir que ça évolue vraiment au fil des générations. Et on a aussi des valeurs fortes au niveau de la vie familiale, hein. Les enjeux très jeunes, c'était d'avoir une famille, une maison, d'épargner, d'avoir une belle situation. Et donc la société, pardon, le regard sur la société des boomers, c'est vraiment l'engagement, la longévité et puis la gestion du risque. Donc, il y a un attachement très fort à la stabilité. Et la communication est plutôt formelle, c'est-à-dire que c'était des entreprises qui étaient très pyramidales, avec un système un peu patriarcal, souvent des entreprises familiales. Et donc, on a tout ce système de valeurs qui est en jeu pour les boomers. Puis arrive la génération X, dont les bornes sont entre 1965 et 1980. Alors pour préciser, c'est que ces bornes-là, en fait, c'est des bornes qui sont données par les sociologues. Elles bougent d'un an ou deux selon l'endroit où vous lisez ça sur Internet. On n'est pas à un an près. Et même ce que j'attire votre attention, quand on est à la borne entre deux générations, il est très possible qu'on se sente plus attaché à l'une qu'à l'autre. Et ça dépend aussi de votre environnement, de votre culture personnelle. Et donc, c'est très propre à chacun. Alors, les X dont je fais partie, donc, nous avons grandi avec l'émergence de la technologie. Je suis arrivée dans le monde du travail en 1999, l'année où on a commencé à avoir les emails qui ont remplacé les fax, en tout cas moi dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc c'est vraiment l'arrivée de la technologie avec d'abord l'email, puis aujourd'hui tout ce qu'on a comme technique. Et donc les premiers ordinateurs personnels sont arrivés, les cassettes vidéo, etc. Et donc, c'était une période plutôt de transition économique, parce que là, on a eu des changements assez rapides, la montée du consumérisme, mais aussi le début du chômage, hein, une pénurie du travail qui est arrivée au début des années 70, ce qui fait que les X, on a tendance à s'inquiéter de son avenir professionnel et peut-être, en cas de changement, de licenciement, etc., d'être très inquiet facilement. Alors qu'on verra après, on a une différente lecture de ces aléas de vie professionnelle par les plus jeunes. Euh, la valeur travail est toujours assez forte. Elle a été transmise et éduquée par nos parents, donc on est encore très attaché à l'emploi. Et d'ailleurs, on va s'inquiéter facilement pour nos enfants sur le fait qu'ils trouvent un travail ou qu'ils soient formés correctement. Au niveau de l'entreprise, par contre, il y a quelques changements qui s'opèrent, puisque on passe d'une logique de diriger, j'ai mis ça entre guillemets, à une logique de manager.
Et donc là, la différence qu'on peut faire entre les deux, c'est qu'on va s'intéresser au sujet. C'est-à-dire que quand on dirige, c'est entre guillemets, faut que ça roule. On va dire qu'on s'intéresse peu à l'impact des décisions, des changements, des choix auprès des salariés. Le management intègre quand même cette notion de réciprocité, donc ça arrive tout doucement avec cette génération-là. Et du coup, on arrive avec les premiers scepticismes vis-à-vis de l'autorité. Donc ça, c'est le début. On a donc une génération qui est plutôt une génération avec des personnalités plus indépendantes, plus pragmatiques, et arrive cette notion d'équilibre vie pro, vie perso qui s'intègre tout simplement parce que dans la génération X, on a les femmes qui commencent à travailler de façon généralisée et banalisée, alors que chez les boomers, ça restait une exception. Et donc, cette notion de flexibilité et d'adaptation pour gérer une vie de famille et quand les deux travaillent et le boulot, bah forcément, ce sujet arrive dans les familles et donc s'intègre progressivement. Donc ça, c'est la génération X. Peut-être si vous avez des questions, on a oublié de préciser, Françoise, mais de lever la main ou mettre dans Ah le chat. Et oui, puis Françoise, elle me disait qu'elle lirait vos questions du chat, elle m'interromprait. Parce que moi, je ne peux oui. pas lire les questions en même temps que je parle, mais Non, non, ça va pas n'hésitez bien. pas. Non, j'ai pas N'hésitez encore pas. de questions ou une question qui se rapporte au Ou safety même une box. remarque. J'ai répondu. OK. Tu Ensuite, peux. les Y, donc les Y qui sont nés entre 80 et 96 à peu près, hein, eux, ils sont grandis avec Internet. Donc là, Internet est arrivé entre deux et c'est aussi le début des réseaux sociaux pour eux. Donc on a des technologies mobiles qui permettent vraiment à tout le monde de communiquer en temps réel. Donc ils arrivent avec ce package, on va dire, au niveau technologique. Des personnes qui sont plutôt ambitieux, enclins à rechercher du sens dans leur travail. Donc ça, c'est la première génération qui apporte cette notion de sens. À quoi je sers? Est-ce que c'est utile? Et puis peut-être même le sens que peut donner l'activité en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a le sens que moi j'ai, que je donne à mon travail à titre personnel, mais aussi le sens de l'entreprise, l'utilité de l'entreprise dans la société. Donc ça, c'est cette notion-là qui arrive avec cette génération-là. Et donc là, il valorise vraiment la flexibilité, l'autonomie et l'innovation. Et cette notion d'autonomie, elle arrive progressivement, mais elle est vraiment déployée avec la génération Y. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'autorité du faire-faire, mais plutôt, je dirais, une maïeutique pour faire émerger les bonnes idées et commencer dans la relation managériale à avoir cette dynamique qu'on retrouve maintenant quasiment systématiquement dans les entreprises, mais d'un management plus participatif, où on va solliciter les collaborateurs sur leurs avis, mener des groupes de travail pour réfléchir ensemble, alors qu'au préalable, c'était plutôt la propriété des managers de décider de réfléchir. Là, il est devenu courant avec cette génération d'intégrer l'ensemble de l'équipe dans les réflexions. Les Y remettent en question les structures traditionnelles comme l'équilibre vie pro-vie perso. C'était déjà le début avec les X, mais là, c'est complètement normal d'avoir cet équilibre. Arrive aussi la notion de bien-être au travail. Et donc, bah, vous, à la INF, c'est particulièrement vrai puisque vous êtes au cœur du sujet. C'est des personnes plus indépendantes qui osent et qui commencent à penser écologie, bio, éco-conception, recyclage. Et cette génération se bat contre le sexisme et les discriminations, qui était quelque chose qui était plutôt un tabou dans les générations précédentes, même si c'était des sujets qui pouvaient déjà heurter l'ensemble des personnes, mais on n'en parlait pas ouvertement. Là, on arrive à mettre ça sur la table de façon très claire. Et du coup, les entreprises prennent des mesures à partir de cette génération sur le sujet. Et donc, ils recherchent beaucoup de sens dans leur travail et ils veulent être impliqués. C'est-à-dire que pour être utile, il faut que je sois impliqué. Sinon, j'ai l'impression que tout se passe sans moi. Et donc, ça, c'est la valorisation de cette collaboration dont je parlais à l'instant. Et ils sont très à l'aise avec la technologie et du coup, ils attendent un retour assez rapide sur leurs efforts. C'est là qu'arrive tout le sujet de la reconnaissance non monétaire au travail. C'est-à-dire que quels sont les leviers que dont le manager dispose pour pouvoir reconnaître le travail accompli de ses équipes sans passer par la case salaire ou prime. C'est-à-dire, est-ce que je valorise suffisamment les efforts? Est-ce que je valorise les compétences? Est-ce que je valorise les résultats? Est-ce que je valorise la personne en elle-même dans le sens son identité? Et donc tout ça, c'est quelque chose, ce sont des sujets qui émergent au moment où la génération Y arrive sur le monde du travail parce que ça devient nécessaire pour manager d'avoir aussi ces leviers-là, puisqu'on cherche du sens au travail et puisqu'on cherche à avoir une utilité quand on vient travailler.
Et enfin, les derniers qui sont arrivés sur le monde du travail et qui sont encore au lycée pour la borne la plus jeune, donc entre 1997 et 2012, on les appelle les Z. Donc les Z, eux, ils sont nés avec l'ascension des médias sociaux, des smartphones, c'est-à-dire que dès le collège, ils ont un téléphone, enfin, ils ont connu que ça. Et il y a une abondance d'informations en ligne. Donc là, c'est aussi d'autres sujets sociétaux dont on entend souvent parler dans les médias, hein, mais en tout cas, eux, ils sont nés avec ça. Et du coup, ils sont nativement numériques, ultra connectés et multitâches. Et pour eux, l'intelligence artificielle, c'est complètement normal et intégré dans leur fonctionnement quotidien. Et quand je dis quotidien, c'est à la fois à titre perso que professionnel. C'est une génération qui est complètement décomplexée à l'erreur. On essaye, on se trompe, c'est pas grave. Là où encore les Y, il y avait cette notion de pas forcément assumer, de le cacher, de pas forcément assumer ses erreurs. C'est des personnes qui sont vues comme, enfin, décrites souvent comme des individualistes et des indépendants, pas au sens négatif du terme, hein, mais parce qu'ils cherchent des opportunités d'apprentissage et un développement constant. C'est des personnes qui ont compris qu'on pouvait tout apprendre sur le net avec un téléphone dans les mains et qui sont du coup devenus curieux et qui naturellement vont chercher à apprendre ou à se renseigner par eux-mêmes, sans forcément que l'entreprise leur donne des clés. Et du coup, c'est aussi une génération qui accorde énormément d'importance à l'authenticité dans la relation. Et là, l'authenticité, c'est dans la génération Z, on a vraiment cette notion d'être traité d'égal à égal. La notion de hiérarchie, pour eux, ne représente pas grand-chose. Moi, je me souviens que dans mes premières années de travail, pour aller dans le bureau du directeur du service, il fallait d'abord s'assurer auprès des collègues ou s'il y avait une assistante qu'il était disponible, taper à la porte, attendre qu'ils disent oui, non, non. Aujourd'hui, un Z qui débarque dans le bureau du chef, il ouvre la porte. Il tape même pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette notion de, de hiérarchie dans le sens où on est supérieur l'un vers l'autre. On est tous égaux et donc ils ont à cœur d'être traités d'égal à égal, même s'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas le même niveau d'expérience, pas encore toutes les compétences. Ça, c'est pas un sujet, mais d'être traités d'égal à égal. C'est-à-dire entre adultes, pas être considéré comme un jeune, entre guillemets, inexpérimenté qui pourrait rien comprendre. Ils sont aussi très attachés à la diversité et la responsabilité sociale. Et leur moteur principal, c'est le cœur et la passion, c'est-à-dire d'avoir une motivation intrinsèque. Ça, c'est ultra important. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui changent très vite, c'est-à-dire qu'ils font quelques mois d'expérience dans une entreprise, ça leur plaît pas, ou l'ambiance n'est pas bonne, pouf, ils changent. Et même s'ils n'ont rien derrière, parce qu'ils n'ont pas le stress des X avec l'emploi permanent, pas de chômage, etc., eux, ils sont plutôt dans une opportunité de dire, moi, je dois vivre pour moi, je veux que ma vie soit chouette. Et donc, peu importe si j'ai trouvé ou pas, si j'aime plus, je m'en vais. Et ça s'explique. Et moi, je me souviens très bien hein, quand mes enfants étaient en 2013, quand on a eu les attentats en France, la vague d'attentats, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on ne pouvait pas rentrer de l'école, nous les parents, et eux, ils ont vécu avec des kalachnikovs à l'entrée de l'école, et ils étaient dans une ambiance où on peut mourir demain. Et en fait, je pense que ça marque au moment de l'adolescence, quand vous vivez avec cette pression qui est là, qui est dans votre quotidien, de dire je peux mourir demain, parce que ça avait quand même beaucoup marqué les esprits, ces attentats. Et je pense que du coup, naturellement, est venu se greffer dans leur culture cette notion de il faut profiter de la vie tout de suite. Et donc ça joue beaucoup dans le fait d'être des personnes très engagées dans ce qu'ils font, s'ils aiment, mais aussi capables de se désengager sans aucun scrupule dans le cas contraire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc, ils sont nés avec la technologie, multitâches, créatifs, désireux d'apprendre. Alors ça, il faut vraiment le retenir, hein, ils adorent apprendre. Ils valorisent évidemment beaucoup l'innovation et ils sont souvent attirés par des environnements de travail dynamiques. Qu'est-ce qu'on entend par dynamique? C'est des choses où ça bouge parce que comme ils sont tout le temps sur Internet avec du zapping entre plusieurs écrans, ils ont pris cette habitude, parfois même à leurs dépens, de changer de sujet régulièrement. Alors, quand je dis à leurs dépens, c'est que parfois il y a une difficulté de concentration plusieurs heures sur le même sujet. Ils ont besoin que ça bouge tout le temps. Donc, d'avoir une variété de projets, une variété de tâches, une variété de missions, ça, c'est important pour eux. Et environnement de travail dynamique, ça veut aussi dire l'ambiance du travail. Ils sont très attachés à ce que l'ambiance soit bonne. Et bien souvent, s'ils restent dans une entreprise, c'est pas forcément par rapport à l'entreprise, mais c'est par rapport à leur manager. Et s'ils quittent une entreprise, c'est bien souvent par rapport à leur manager. C'est-à-dire que la relation humaine qui est créée
entre le manager et le jeune est ultra importante pour nourrir leur bien-être au travail et leur besoin de leur cœur, en fait, le côté cœur et passion. Et ils sont prêts parfois à avoir un métier qui n'est pas forcément idéalement ce qu'ils auraient voulu. Si l'ambiance est bonne, ils vont rester quand même, en fait. Parce que l'ambiance est une clé pour la génération Z. Ils sont très, très attachés à ça, très sensibles, en fait. Alors, ce panorama nous permet de, donc si on reprend tout sur une page, hein, en reprenant les bornes des dates de naissance, de synthétiser ça avec ces petites couleurs que j'ai mis là sur les bâtonnets. On voit donc l'attachement à l'entreprise qui était ultra important pour les boomers et les X, qui commence à se réduire chez les Y, parce que là, on commence à changer de carrière, etc. Et qui est complètement tout petit chez les Z en proportion, parce que c'est plus un sujet pour eux. Ensuite, le bleu ciel, c'est le respect à l'autorité. Et là, on voit bien que c'était quelque chose d'ancré chez les boomers et chez les X, et qui est complètement diminué pour les Y et qui n'existe quasiment plus pour les Z de la même manière. L'équilibre vie pro, vie perso qui est en gris, celui-là, il est tout petit chez les boomers et chez les X, mais à partir du moment où systématiquement hommes et femmes, tout le monde travaille, donc avec les Y, là, on a cet équilibre qui revient forcément puisque la famille est gérée par les deux. Et enfin, sur la partie reconnaissance au travail, donc ce que je dis reconnaissance au travail, hein, c'est la valorisation euh, qui peut être de manière par le salaire ou non salarié, enfin, reconnaissance non monétaire, pardon. Dans les deux cas, cette reconnaissance, elle est importante pour les Y et les Z, c'est-à-dire qu'elle a augmenté là où avant, on pouvait avoir besoin de reconnaissance en termes de salaire, mais on pouvait accepter aussi un certain nombre de choses parce qu'on voulait garder son emploi. Et la flexibilité conditions de travail, qui n'était pas du tout un sujet pour les boomers, c'est-à-dire que ça n'existait pas dans dans l'entreprise à ce moment-là, est devenu un sujet qui a pris une importance folle, puisqu'on voit que chez les Z, tout à droite, hein, le vert foncé, c'est quelque chose qui est devenu vraiment un sujet. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, quand vous faites un entretien d'embauche avec quelqu'un de la génération Z, ce qui est assez stupéfiant, et au début, la première fois que ça nous arrive, alors maintenant on commence à être habitué, hein, on est quand même un peu bouche bée, c'est que dans le premier entretien, dans les questions qui sont systématiquement posées, c'est quels sont mes horaires, comment fonctionnent les congés, est-ce qu'il y a du télétravail? Et ça, c'est vraiment, en termes de flexibilité, un point d'attention énorme pour eux. Et si nous, dans les entreprises, nous ne prenons pas le temps de traiter ces sujets-là, on va passer à côté de l'opportunité d'avoir des gens super qui intègrent l'entreprise parce qu'on n'aura pas traité ce sujet en se disant mais non, ça a toujours marché comme ça, c'est bon, on va rester comme ça. Non, il faut traiter ce sujet de flexibilité. Ça n'empêche pas les gens de s'engager, de travailler, mais pour autant, ça pourrait les faire fuir si on ne le propose pas. Donc ça, c'est vraiment symptomatique de cette génération-là. Alors, on a mis des petits verbatims là, avec l'équipe au-dessus des bâtonnets pour synthétiser l'état d'esprit en fait de chacune des générations. Donc, les boomers, je vis pour le travail, j'ai un respect très fort pour l'organisation mise en place. En gros, la hiérarchie, je la respecte, je ne conteste rien, j'applique. Pour les X, je travaille pour vivre et je suis attachée à la hiérarchie et à la stabilité. Je travaille pour vivre parce que, souvenez-vous, hein, c'est la première génération qui connaît le chômage. Donc, il y a quand même cette inquiétude qui arrive dans la génération X. Pour les Y, je travaille pour moi. Je veux être fière de l'entreprise pour laquelle je travaille et je veux m'y épanouir. Et cette notion d'épanouissement, elle arrive avec les Y. Et d'ailleurs, il y a pas mal de Y au moment où ils ont 40 ans qui changent complètement de voie. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de remise en question personnelle profonde en disant, bah voilà, j'ai toujours bossé par exemple dans tel métier, je change complètement de métier à 40 ans. Et en fait, c'est ce qu'on appelle cette crise existentielle de milieu de vie hein, au niveau culturel qui chez chacun de nous, en êtres humains, à un moment de notre vie, on réalise que finalement, ce qui nous reste à vivre ou à travailler, on a envie de s'y épanouir et d'être bien, et donc on fait des choix. Et ben, cette génération Y, c'est la première qui a osé faire ses choix au niveau professionnel. Donc ça, c'est assez marquant. Et d'ailleurs, on a vu l'arrivée du coaching à ce moment-là, d'énormément de coachs qui sont venus sur le marché de l'emploi, des gens qui se reconvertissent avec cette génération-là. Et chez les Z, je ne crois plus au travail, dans le sens où, c'est pas que je ne crois plus au travail au sens, le travail ça sert à rien, hein, c'est pas ça, mais c'est plus la même chose qu'avant, c'est-à-dire que j'ai conscience de la valeur que j'apporte à l'entreprise,
et ma vie commence quand j'en sors. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion, on va voir sur la page suivante, cette notion d'épanouissement personnel au centre versus les boomers où c'était le travail au centre. Donc ça, c'est assez frappant. Et du coup, quand on regarde les leviers de motivation de chacune des générations, on va voir que les leviers sont différents. Et cette page-là, elle est importante parce que si vous l'avez en tête, quand vous managez une équipe intergénérationnelle, vous allez voir que les leviers ne sont pas les mêmes entre les différentes générations. Donc, les boomers, ça va être la sécurité de l'emploi, on l'avait vu, parce que eux, c'est l'approche de la fin de carrière. Donc, forcément, il y a cette inquiétude d'être toujours réemployable si jamais ça s'arrêtait. Un respect du confort et une reconnaissance de la performance, parce qu'il y a cette notion d'engagement, de travail acharné qui est quand même très ancrée dans les gènes. Chez les X, c'est la reconnaissance de la fidélité, d'avoir des structures hiérarchiques assez claires, des intérêts sur les avantages matériels, la qualité des espaces de travail, d'avoir des moments de convivialité, et aussi qu'il y ait une conjugaison des efforts, c'est-à-dire qu'on partage les efforts entre les personnes de l'équipe. Chez les Y, c'est l'équilibre vie pro-perso qui va arriver en premier, la dynamique de groupe, qu'on va retrouver aussi d'ailleurs chez les Z, l'engagement éthique de l'entreprise, la reconnaissance du travail et les reconversions, j'en parlais juste avant. Et chez les Z, le travail hybride. Alors, qu'est-ce qu'on appelle travail hybride? C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ont plusieurs emplois à temps partiel et qui composent avec ça par choix. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent le subir, mais là, pour le coup, c'est vraiment intégré dans le fonctionnement. Donc, par choix, pour pouvoir être beaucoup plus libre des horaires, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est une génération qui parfois préfère un CDD plutôt qu'un CDI au moment de l'embauche. C'est le cas de mon fils. Mon fils sort d'école d'ingénieur et il préfère un CDD qu'un CDI. Ah, mais comme ça, je me sens pas coincé, je me sens libre de pouvoir changer quand je veux. C'est une génération qui aime bien l'intérim aussi, puisque c'est beaucoup plus souple, qu'entre deux, on peut faire autre chose. Donc, l'aménagement des heures de travail, la flexibilité va être importante. Le management doit être transversal. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transversal? Ça veut dire que c'est cette notion de se sentir d'égal à égal. C'est-à-dire que le manager, c'est pas quelqu'un qui doit être avec un Z directif à dire c'est con, mais c'est comme ça, sans explication. C'est de savoir donner du sens à pourquoi on le fait, de l'intégrer dans la réflexion de ce qui est à faire, de l'associer aux décisions, aux réflexions. Ça, c'est hyper important pour qu'ils se sentent vraiment utiles et intégrés dans l'équipe. Ce qui est très important aussi, c'est cette montée en compétences. Que propose l'entreprise pour faire grandir les compétences des aides? Ça, ils vont attacher de l'importance à ce sujet-là. Ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de se développer. Et si vous ne leur donnez pas, ils iront sur Internet. Moi, j'ai déjà vu dans une entreprise que j'accompagne, donc c'est des centres de maintenance, donc des choses assez mécaniques. Et les managers étaient un peu désarmés avec l'arrivée des jeunes générations, déjà parce qu'ils étaient sur leur téléphone pendant les heures de travail, donc ils étaient un petit peu perturbés de comment on gère ça, qu'est-ce qu'on en fait. Et surtout, en fait, quand il n'y a pas assez de fiches de formation pour des choses assez techniques, hein, sur des opérations vraiment d'entretien, de maintenance dans l'univers de la réparation et des voitures, etc. En fait, s'ils n'ont pas de fiches techniques, s'il n'y a pas d'informations de la ligne managériale, eh ben, ils vont sur YouTube, ils cherchent des tutos et ils se démerdent. Donc, en fait, c'est une génération qui, plutôt que poser des questions aux managers, va comme réflexe, puisqu'ils ont été habitués à être centrés sur leur téléphone, avoir ce réflexe d'aller chercher sur le net des réponses. Et maintenant, avec ChatGPT, en plus, ils en ont plein d'autres, des réponses pour que ça aille beaucoup plus vite. Et du coup, ils vont plutôt s'auto-former en général. Ils sont aussi très attachés à l'authenticité et donc à la transparence de l'entreprise. Est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce que les informations sont claires? Est-ce qu'il y a des espèces de clans ou pas? Enfin, tout ça, c'est des choses qui viendraient diminuer la motivation si ce n'était pas là. Et la reconnaissance existentielle, hein, c'est le fait de s'intéresser à l'autre. En fait, d'être considéré comme un être humain à part entière. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas spécifié, mais qui est important d'observer, c'est que chez les boomers, on ne se faisait pas d'amis au boulot. Chez les X, pas trop non plus. Les Y ont commencé à faire des sorties, des after-work, etc., puis à pouvoir se faire des amis au boulot. Chez les Z, c'est complètement normal que ses potes, on bosse avec. Donc en fait, cette notion de le mélange vie pro, vie perso est complètement intégrée dans la tête d'un Z, alors que chez les X, on séparait tout. Et il y avait une espèce de normalité à pas recevoir ses collègues à la maison, etc., alors que les Z, c'est tout à fait normal. Bah, c'est des gens, on se rend compte, peu importe où on se rend compte, on peut devenir pote partout. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué aussi sur la manière de lier des amitiés et de se connecter aux autres. Et du coup, le fait de s'intéresser à l'autre
la reconnaissance existentielle, c'est ça, hein, pour un manager, de prendre le temps de s'intéresser à l'autre, c'est hyper intéressant comme levier de motivation aussi pour la génération Z. Et donc, c'était ça la slide que je voulais vous partager, qui va arriver progressivement. Donc, déjà, une notion à avoir en tête, et moi, je trouve ça sympa de voir qu'au 19e siècle, le travail, c'était 4000 heures par an pour un salarié. Et aujourd'hui, c'est entre 1300 et 1400. Alors, qu'est-ce qui a changé? Évidemment, le temps de travail officiel, mais pas que. C'est aussi que l'équilibre dans une famille, c'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait qu'un qui travaillait, maintenant, il y en a deux. Donc, en fait, c'est aussi toutes ces notions-là. Mais n'empêche que cette évolution-là, elle est quand même assez frappante, hein. On n'est pas divisé par 4, mais bon, divisé par 3 quand même, c'est énorme. Du coup, comment on définit la transition entre les baby boomers X, puis Y, puis Z? C'est qu'on est passé d'un modèle qui mettait le travail au cœur. C'est-à-dire que, et moi j'en fais partie, hein, des personnes qui ont bossé des heures et des heures à rentrer hyper tard chez soi, même si on a des jeunes enfants, etc., parce que le travail était au cœur, vraiment au cœur de notre vie. Et autour du travail, ça nous permettait d'avoir une vie de famille, des loisirs, des vacances, des engagements associatifs, de faire un peu de sport, d'avoir une vie sociale, de faire un peu de développement personnel, spiritualité, culture, etc. Mais c'était d'abord le travail avant tout. C'est-à-dire que c'est un travail et le reste après. Et ça, on le retrouve énormément chez les boomers et chez les X, encore aujourd'hui, hein, dans leur fonctionnement. Moi, j'observe, hein, dans les entreprises que j'accompagne énormément de ces générations qui travaillent encore, mais des heures carrées, soir et week-end, hein. Et arrive progressivement des Y vers les Z, le, la marguerite qui concerne les Z aujourd'hui. Au milieu, il y a la vraie vie. Et le travail, vous voyez, c'est des pétales, un des pétales de la marguerite, hein. Le travail, c'est juste une source d'argent, c'est pour ça que j'ai mis euro, qui permet de se réaliser dans sa vie. Mais ce n'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi. Et donc, après les familles, les amis, le temps libre et ce qu'ils appellent, eux, le slow life. En gros, cool, un jour à la fois et on vit on a qu'une vie et on vit ce qu'on a à vivre maintenant. Très intéressé par les voyages, les expériences, les découvertes. Beaucoup d'activités autour de la créativité, de tout ce qui est passion, hobby. Et donc, si on peut intégrer ça aussi avec leurs talents dans l'entreprise, c'est précieux. C'est-à-dire de s'intéresser aux talents pour voir en quoi ils peuvent être utiles pour l'entreprise, même si c'est en lien un peu indirect avec leur activité professionnelle. Je pense que c'est vraiment un levier de motivation hyper important. Les engagements, les causes sociétales, environnementales, la présence en ligne et leur identité numérique. Ça, c'est un vrai point d'attention pour eux, qui était un non-sujet, évidemment, pour les générations précédentes. Ce que j'appelle le side project, en fait, ça, c'est le projet d'à côté, c'est d'avoir peut-être un projet entrepreneurial ou artistique en plus de son boulot. C'est-à-dire qu'on va aussi passer des heures dans notre semaine sur ce projet-là, en plus de tout le reste. Et donc, c'est pour ça que la flexibilité aussi est importante pour cette génération. La santé mentale est devenue aussi un vrai sujet pour eux. D'abord parce qu'on a médiatisé un peu plus cette notion de burn-out et ils ont vu, pour la plupart, leurs parents avoir des moments dans leur carrière assez dévastateurs en termes de santé mentale, soit par le stress, soit par du management inapproprié, soit pour peu d'entre eux, quelques-uns, le burn-out. Et donc, on a eu toute cette génération de parents des aides qui ont vécu ça et eux se disent, non mais moi, jamais je me laisserai avoir comme toi, papa ou maman. Moi, ça m'arrivera pas. Et du coup, ils prennent soin de leur santé mentale. Et aussi à titre perso, c'est-à-dire que c'est une génération qui, naturellement, va voir un psy, même si tout va bien, juste parce que c'est chouette d'avoir un coach de vie, entre guillemets, à côté. Alors que chez les X ou les boomers, alors chez le boomer, c'est carrément ça, avoir un psy, c'est qu'on est malade, il y a un problème. Ah non, on n'a pas de problème, on se démerde et on s'en sort tout seul. Et on tient bon, résilience, résilience. Alors que eux, de se faire accompagner, de se faire aider, c'est carrément normal. Et ensuite, le dernier point de la marguerite, c'est l'auto-formation et le développement personnel. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle les aide beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ont des conversations avec un coach virtuel, entre guillemets, qui est ChatGPT ou autre, outre intelligence artificielle générative, et qui du coup va permettre d'avoir un espèce de suivi, une conversation, quand ça va pas, etc. Donc, c'est des gens voilà, qui vont prendre du temps sur ces sujets-là. Donc voilà l'évolution et le panorama, donc cette première partie que je voulais poser. L'objectif de présenter ça, c'est de comprendre non pas qu'il y a une génération qui a raison versus l'autre, c'est surtout que chacune d'entre elles
par les apports de changements sociétaux, culturels, ont intégré un certain nombre de nouveautés et ont petit à petit transformé leur regard sur le monde. Et ça, c'est intéressant parce que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chacune des générations, et au bout de quelques temps, on m'aperçoit, intègre rapidement les bienfaits de la suivante. C'est-à-dire que quand les Y ont commencé à parler d'autonomie au travail, d'équilibre vie pro, vie perso, les X, très vite, se sont sentis d'accord avec ça et ont migré, en fait, leur système de valeurs vers celui des Y. Les Y, aujourd'hui, commencent à s'intéresser aussi à celui des Z et on voit bien qu'en fait, tout ça, ça nous permet de s'ouvrir un peu plus à l'environnement des possibles et en intégrant et en regardant avec vraiment amour et bienveillance la manière dont ils regardent la vie, ben, ça peut nous questionner aussi sur la nôtre d'une manière positive. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce regard et ce panorama, c'est de nous ouvrir les yeux finalement. Et si je fais un pas de côté et que je me mets dans leur basket, finalement, qu'est-ce qui est chouette? Qu'est-ce que moi aussi je peux bouger dans ce que je fais, dans ce que je vis? Comment je peux rééquilibrer certaines choses? Parce que bah, ça m'inspire en fait tout ça. Il y a quelque chose qui est inspirant. Bien sûr, on ne peut pas se transformer non plus et c'est pas l'intérêt. On est tous comme on est, mais je trouve ça assez chouette de se faire challenger par des plus jeunes sur nos postures, sur notre manière d'être en lien dans l'entreprise, sur la manière d'échanger, de communiquer, ce côté cash, authentique, besoin de transparence et de clarté réclamé par les aides nous amène à nous améliorer dans la relation au travail et à être plus ouverts, à regarder les choses différemment, à intégrer des ajustements, de notions d'équilibre au sens large, que ce soit l'équilibre relationnel, l'équilibre charge de travail, l'équilibre responsabilité, rôle, choix, décision. Et cette nuance qui arrive versus un monde très clivant qui était celui des boomers et ce monde plus nuancé des aides est très chouette en fait en transversalité. Moi j'aime beaucoup ce sujet parce qu'il amène en fait ce regard positif sur comment chacune des générations amène les précédentes à modifier leur regard sur la vie et sur le travail et du coup à devenir de plus en plus équilibrés. Et ça, c'est quand même assez chouette. Même si dans ces transitions, les phases de transition, et ça je le reconnais pour être la touche et la première, on est parfois perturbé parce qu'on est surpris par ce changement finalement sans scrupule, cette posture un peu qu'on peut trouver osée, audacieuse ou même parfois outrancière dans les moments extrêmes des plus jeunes. Mais pour autant, c'est hyper chouette de pouvoir l'intégrer, de bien échanger avec eux, de bien questionner. Alors, sur la Gen Z, moi, je voulais quand même zoomer sur eux parce que c'est quand même le sujet souvent qui fait qu'on me demande d'intervenir et parce que c'est peut-être le fait d'être un peu démuni parfois, de ne pas avoir les clés. Voilà quelques conseils que je liste et que je vais vous partager pour aider dans le management, notamment quand on est manager. Donc, leur donner du feedback, c'est-à-dire leur faire un retour vraiment sur la manière dont ils travaillent pour qu'ils sentent en fait s'ils sont dans les lignes ou pas dans les lignes. Et ils n'ont pas peur d'être challengés. Au contraire, ils aiment ça parce qu'ils aiment apprendre, mais ils ont besoin de se sentir aimés, enfin appréciés et coachés et accompagnés. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être guidés en fait finalement et c'est le pouvoir de la reconnaissance existentielle qui va faciliter ça, c'est-à-dire est-ce que je m'intéresse à l'autre ou pas, est-ce que je lui pose des questions sur finalement même sa motivation intrinsèque par rapport à la tâche qu'on lui a confiée, sur la manière dont il gère le projet, sur la manière dont on lui fait du feedback, est-ce qu'on est capable, nous, d'aller demander du feedback aussi sur notre management? Est-ce que moi, en tant que manager, je suis capable de lui demander, dans mon management, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent et qui te déplaisent? Et ça, en fait, c'est vraiment cette notion de d'égal à égal. Et vous verrez que si vous faites le pas, vous serez surpris en bien de la richesse, en fait, des retours que vous pouvez avoir, même pour vous continuer à grandir et vous ajuster. Et moi, j'adore cette question d'aller, bien sûr, nous, on leur donne notre avis puisqu'on est manager. Mais pourquoi l'inverse ne serait pas autorisé? Et eux, quand ils nous amènent à traiter d'égal à égal, c'est ça qui viennent chercher et nous challenger. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Parce que du coup, si on demande du feedback sur nous par rapport à eux, on va énormément apprendre et s'ajuster. Et des fois, on dira oui, des fois non. Et on pourra expliquer quand c'est non, pourquoi. Et quand c'est oui, bah, chouette, tout le monde grandit. Et donc ça, c'est vraiment bien. Cette relation-là, elle est hyper chouette. Le deuxième point, c'est être authentique dans la démarche. Alors ça, c'est une génération qui a le flair pour le bullshit. C'est-à-dire que s'il y a du bullshit, ils vont le voir hein, et ils le partagent
tout de suite à tous. Donc évidemment, ne vous amusez pas à faire de la fausse authenticité ou je ne sais pas quoi, parce que de toute façon, ça va tellement vite que ça serait plutôt nocif pour tout le monde que... Et alors, si à un moment, vous regrettez les choses, ayez aussi la simplicité de dire, bon, bah là, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû faire comme ça avec toi, effectivement. En fait, la vulnérabilité du manager devient une force de leadership. Et ça, c'est parfois assez... c'est pas forcément quelque chose qui est, je trouve pas intuitif. Parce que le leadership, on imagine quelque chose qui est assez charismatique, cadré, etc. Et donc, la vulnérabilité, on n'y voit pas trop la place. Et au final, si la vulnérabilité du manager, c'est-à-dire la capacité à dire, je me suis trompé, fais-moi, donne-moi du feedback, c'est quelque chose qui va faire grandir le leadership et le lien, et du coup, qui arrivera encore plus à tirer de cette relation quelque chose de très créatif et productif pour l'entreprise. Être clair sur les missions, être clair sur les valeurs, ne pas mentir, on est dans la même démarche, hein, ça revient à ce que je viens de dire. Ils ont besoin de managers qui sont un peu coach, c'est-à-dire qui ont envie de les faire grandir, d'avoir des vrais conseils, des expertises, des compétences, parce qu'ils adorent apprendre. Et donc, leur permettre de se former en continu, c'est une vraie clé pour fidéliser en fait, ces jeunes dans votre entreprise. Laissez-les prendre de la place, laissez-les être protagonistes, qui donnent leur avis, qui participent à la vision de l'entreprise, de l'équipe, du projet. Naturellement, certaines entreprises le font déjà très bien, et puis certains jeunes le font naturellement parce qu'ils sont spontanés et authentiques, mais si vous laissez les citer, ça sera encore mieux. L'atmosphère conviviale, ça c'est un point clé, hein. Je vous disais tout à l'heure, on peut quitter une entreprise pour son manager quand on est chez les aides. Et donc, l'esprit d'équipe est hyper important. Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que les gens savent se parler correctement même s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'ils veulent du lien, en fait, hein. Ils veulent se faire des amis au travail, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est ultra important de soigner la qualité relationnelle, d'organiser des temps où on peut juste prendre un café partagé sans avoir un vrai sujet technique à aborder systématiquement, d'avoir des temps de relation, pas que des temps sur la tâche. Équilibrer la tâche et la relation, c'est ultra important pour garder ce moteur motivé pour réaliser les projets que vous avez à leur confier. Ils veulent de la flexibilité et aussi du présentiel, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas du télétravail, il ne faut pas croire ça, c'est pas vrai, parce qu'ils veulent du fun, du plaisir, ils veulent être en lien. L'instantanéité, donc tout ce qui est lenteur administrative, attention, hein, ils détestent ça. Parce qu'en fait, avec ChatGPT, on peut tout faire en 2 secondes. Donc pourquoi s'embêter avec des trucs à la con? Donc ils ont ce regard assez critique, mais parfois qui est pas mal parce que ça nous permet de remettre en question des processus internes de nos entreprises où on se dit, bah, on a toujours fait comme ça. Ah oui, en fait, on a peut-être toujours fait comme ça, mais Ah aujourd'hui, on bah peut non. peut-être changer. Donc, ça vaut le coup de se poser la question. Et dès le recrutement, il faut que ça aille vite. D'ailleurs, certaines entreprises l'ont compris et mettent des formulaires interactifs et guidants pour faciliter le recrutement quand il y a des recrutements en nombre à faire, parce que c'est ce qui correspond carrément à cette génération-là. La notoriété d'une boîte ne suffit plus, puisque vous avez vu tous les ingrédients du haut, hein, c'est tout ça qu'il faut aussi pour fidéliser et attirer les talents dans cette génération-là. Donc voilà la partie conseil avec la Gen Z. Euh, pour les conseils sur l'intergénérationnel, là, c'est toute génération confondue. Donc, quelques clés, puisque évidemment, on n'a pas que des aides à manager. Moi, je voulais faire un focus parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais globalement, si vous voulez, comment dire, alimenter correctement l'ensemble des générations, des choses qui sont des clés communes à toutes, puisque, je vous le disais, chacune des générations intègre les codes de la suivante, eh bien, si vous avez ces clés-là, c'est déjà un bon socle managérial. C'est-à-dire d'exprimer votre reconnaissance avec des feedbacks réguliers. Ça, c'est hyper important parce que ça intéresse les Z, mais aussi les Y, mais aussi les X. En fait, tout le monde est concerné par ça. Le développement professionnel, offrir des opportunités de formation, des évolutions de carrière, ça montre que l'entreprise investit dans le développement personnel. Tout le monde est concerné. La flexibilité et l'équilibre vie-travail, vie perso, pareil, tout le monde est concerné. On le voit bien, c'est un sujet qui a émergé avec les X, qui est devenu la norme avec les Y et qui est devenu un levier de motivation pour les Z. Donc là, les horaires flexibles, le télétravail, les jours de congés supplémentaires ou la souplesse dans l'accord des congés, tout ça, c'est des choses auxquelles ils font très, très attention et qui sont bonnes pour toutes les générations. L'implication et la participation, donc encourager la participation des équipes dans les prises de décision, dans les réflexions, avant de prendre des décisions. Et tout ça, ça va développer le sentiment d'appartenance et l'engagement.
Alors qu'on dit que ces générations-là ne savent plus s'engager, c'est faux. Elles savent très bien s'engager, sauf qu'elles font des choix beaucoup plus clivants que nous les faisions, parce que nous, on appliquait, je dis nous parce que moi je suis une X, on appliquait peut-être l'autorité sans se questionner. Eux, ils questionnent tout. Et en fait, ça a du sens de tout questionner. Et enfin, une culture d'entreprise positive, donc créer un environnement de travail inclusif, respectueux, collaboratif, qui peut aider à retenir les talents. Et donc, forcément, réduire le turnover, ce qui intéresse les DRH en général dans l'entreprise, mais aussi tout le monde, et les générations de managers également. Donc, voilà pour les différentes générations. Et enfin, moi, je voulais partager quelques clés sur la relation consciente pour clôturer cette partie on va dire, de speech descendant avant de passer aux questions s'il y en a. La relation consciente, parce que c'est une thématique finalement que j'aborde souvent dans les formations que je donne, mais qui est très utile pour le management de la génération euh, intergénérationnelle. La première chose, c'est le pouvoir, et pas le pouvoir, pardon, il y a un R en trop, le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire, dans nos schémas habituels, nous avons régulièrement des moments où nous subissons certaines situations en entreprise. Et quand on subit, chacun d'entre nous, on peut se retrouver dans nos modes réactifs. Et c'est quoi un mode réactif? Bah, c'est soit je vais plutôt m'effacer et me plier à l'avis collectif et ne pas oser donner mon avis et faire comme les autres. Donc là, je me mets en mode subir de cette manière-là. Soit je suis en fuite, donc je me mets en retrait, je me tais, je m'en vais. Voilà, c'est plutôt dans le but de me protéger. Soit je vais passer en mode ultra contrôle. Je vais avoir envie de prendre la main sur tout et devenir assez dirigiste ou autoritaire dans la manière de manager. Ces schémas-là, en fait, c'est des schémas humains ultra classiques. C'est ce qu'on appelle nos modes réactifs. On a chacun une façon de réagir, on va dire, qui est liée à notre personnalité. Mais l'enjeu, ça va être quand même dans la relation, euh, d'en prendre conscience au moment où ça se passe. Que ça se passe, c'est normal, hein, mais d'en prendre conscience pour pouvoir sortir de ce mode réactif pour devenir plus créatif dans la relation. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire avec l'autre, étant donné que j'ai cette sensation de subir en ce moment? Donc déjà d'en parler, de poser, et ensuite d'avoir une intention. En mettant de la conscience sur le schéma qui est en train de se passer, on peut du coup dépasser ça. Parfois, on se retrouve, quand on subit en colère, on va passer en mode contrôle et tout, mais est-ce que ce comportement inajusté du mode réactif qu'on est en train de déclencher va nous permettre de créer quelque chose de positif avec l'autre? La plupart du temps, non. Donc, pour pouvoir sortir de ce schéma, qui est un peu une spirale liée à notre ego, hein, en fait, quand on est en mode réactif, notre ego, il est en survie. Donc, forcément, qu'on passe en mode automatique. Et donc, mettez de la conscience là-dessus, quand on met de la conscience, nous amène à relever un peu, à sortir la tête un peu de l'eau et à pouvoir envisager dans la relation d'avoir un esprit plus créatif, de créer quelque chose avec l'autre et donc d'en parler. Ça commence par là. Et donc, une clé pour ça, quand on est dans ces moments-là, c'est déjà de ne pas faire de projection sur l'autre, donc de ne pas lui prêter des intentions, de ne pas faire de suppositions sur ce qu'il dit, ce qu'il pense, etc. Si à un moment vous avez dans la relation à l'autre, quel que soit son âge, on n'est plus sur la génération, là c'est vraiment toute personne confondue, quand vous avez un problème relationnel, la plupart du temps, vous verrez, hein, on est toujours en train de supposer, oui, non, mais là, de toute façon, il est stressé, non, mais de toute façon, là, il est en colère, mais de toute façon, là. Et en fait, on est toujours en train de projeter sur l'autre un certain nombre d'étiquettes et on suppose qu'il va réagir de telle ou telle manière. Imaginons que vous avez une annonce difficile à faire pour votre équipe. Il n'y a pas de prime cette année, pas d'augmentation, un truc qui n'est pas simple à faire, à partager, eh ben, vous pouvez avoir deux solutions. Soit vous faites la supposition qu'ils vont mal réagir, et là, vous allez édulcorer, enrober votre truc de machin, de mots qui vont faire pire que mieux. Parce qu'en fait, souvent, quand on enrobe, parce qu'on suppose la réaction à l'avance de l'autre, eh ben, en fait, on est en train de biaiser le message. Et au lieu d'avoir une clarté sur le message et ensuite d'écouter ce qui se passe et de voir ce qu'on peut en faire, et qu'est-ce qui nous est donné de vivre ensemble avec ce message, ben, c'est complètement différent. Et donc, moi, je vous dirais, à chaque fois que vous êtes dans la projection, la supposition, mettez de la conscience là-dessus parce que c'est que vous allez dans la mauvaise direction. Supposition, poison. Et donc, la clé, ça va être de poser des questions ouvertes. Vous faites une supposition, quelqu'un fronce les sourcils en face de vous. Observez simplement.
je te vois en train de froncer les sourcils, est-ce que tu veux qu'on s'arrête? Tu as une question à poser, plutôt que de dire tu es en colère ou de faire une supposition en lui mettant une étiquette où tu comprends pas, bah, peut-être qu'il comprend très bien, c'est juste qu'il est en train de réfléchir. En fait, ne faites pas de suppositions, posez des questions ouvertes pour amener dans la relation à intégrer, quand je vous disais entre tâche et relation, de faire un équilibre, bah, c'est ça. Vous êtes sur un sujet technique, vous êtes en train de parler à quelqu'un, quelqu'un fronce les sourcils, mettez de la relation. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe et de voir ce qui est. Et là, ça crée des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus productives en termes de relations. Donc, poser des questions ouvertes, c'est vraiment la clé pour éviter ça. N'oubliez jamais que chacun est responsable à 100% dans une relation. Une relation, c'est deux personnes. Chacun est responsable à 100% de la relation. Pourquoi? Parce que si l'un bouge, l'autre bouge. Évidemment que si j'agis ou je réagis d'une certaine manière, j'ai un impact sur l'autre dans la relation. Et vice-versa. Donc, quand une relation ne va pas, et que vous vous dites, oui, mais il est chiant, il est toujours comme ça, ou elle est casse-pied, nanana, n'imaginez pas que c'est à l'autre de changer. Faites un pas de changement en vous et vous verrez la suite. C'est-à-dire que dans une relation, tout est relié. Donc, si je bouge, l'autre bouge. Et donc, quand vous attendez que quelqu'un bouge, faites le premier pas. Vous verrez que ça change énormément la qualité relationnelle. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager en cette fin de webinaire. Je vais peut-être arrêter le partage pour pouvoir vous voir. Vous me voyez mieux, peut-être. Voilà. Écoute, tout le monde a été subjugué par ton exposé, hein. J'ai pas eu de questions. Là, j'en avais une. Alors, j'ai une main levée d'Olivier, peut-être. Il peut prendre la parole. Autrement, j'en avais une en réserve. Oui, Donc après, oui, bonjour Olivier. oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, j'ai une question qui est un peu double. Bon, déjà, là, alors, je vois bien les catégories d'âge, hein. Moi aussi, je suis dans la génération X. Par contre, bon, là, il y a un côté peut-être un peu arbitraire dans les années Oui. Mm. données. Surtout, difficile de dire entre les Y et les Z. Peut-être, bon, enfin, encore entre les boomers et les X, avec l'avènement du chômage de masse, alors que je Mm. mettrais plus d'ailleurs au début des années 70, les chocs pétroliers. Ouais, Bon, enfin voilà, bon, ça, c'était marqué ça d'ailleurs, je pense. Dans d'accord. le... ouais. Bon, voilà, donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, et quid après la génération Z? Ah, ils sont pas encore nés. C'est la génération alpha. Alpha. Euh, Cette génération aura l'intelligence artificielle complètement intégrée dans leur fonctionnement quotidien. Vous dire ce que ça donnera, c'est prématuré puisqu'ils sont au collège, donc c'est un peu tôt pour présager. Mais oui, ça va encore bouleverser évidemment les habitudes de travail. C'est top. Ça va être marrant. Et oui, par rapport aux bornes des aînés, à un moment, je l'ai précisé, hein, donc c'est des bornes, on n'est pas à 3 4 ans près. Et il est possible que quand on est sur la fin d'une génération, on semble plus appartenir au Y, à la suivante. Et je dis ça parce Oui, que moi, en étant X 1976, la borne, c'est 80. Et en fait, je me sens beaucoup plus chez les Y dans mon mode de fonctionnement que chez les X. Mais bon, après, c'est vraiment oui, personnel. Et, euh, et les Y et les X ont beaucoup de différences quand même entre les deux. Les Y et les Z, pardon. Donc les oui, Y et les Z, donc les deux oui. derniers ont beaucoup de différences entre les deux. Et moi, j'observe, notamment dans les formations que je donne, énormément de gens qui se disent être un Y par leur âge et qui ont une incompréhension du fonctionnement des Z, les beaucoup plus jeunes. Ah oui. Alors que, il y a, je sais pas, c'était dans les années 2010, où moi j'avais assisté en entreprise à des conférences sur l'intégration de la génération Y au travail. Et on était déjà sur des questions existentielles, comment on va faire, on va jamais y arriver. Et aujourd'hui, les Y sont complètement intégrés. Et c'est eux qui se posent des questions sur l'arrivée des Z. Et moi, ça me fait sourire. Ça veut dire qu'en fait, c'est qu'un schéma répétitif. À chaque fois qu'une génération arrive, elle apporte évidemment un nouveau regard sociétal. Et ce Bien nouveau sûr. regard, bah, chamboule. C'est tout. Oui. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a rien d'anormal. C'est juste que les sujets de chamboulement sont à chaque fois nouveaux. Et donc, on ne sait pas Mhm. quels seront ceux de la génération alpha, certainement liés à cette notion L'IA d'intelligence générative. artificielle. On verra. Oui. On verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci. Alors, j'ai plusieurs personnes qui disent qu'ils ont énormément appris sur la nouvelle génération, donc on a toujours à apprendre, hein, quelques générations qu'on soit, et qu'ils ont trouvé ta présentation de qualité. Voilà, un retour Alors, si en... vous voulez, moi j'avais beaucoup aimé une émission qui est disponible en podcast de France Inter sur la génération Z, qui est très bien faite.
Si je retrouve le lien, je l'enverrai à Françoise, mais je crois que c'est assez facile de retrouver sur là où vous écoutez votre podcast. Parce que si c'est un sujet qui est en ce moment un sujet qui vous questionne en entreprise, c'était toute une série d'interviews de Génération Z dans plein de domaines d'activités différentes et avec une lecture du journaliste qui était assez claire et très chouette, je trouvais, de cette génération-là. Une clé de lecture très intéressante. Donc, si vous voulez poursuivre avec beaucoup d'exemples concrets, parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir illustrer. Et là, dans une conf, on n'est pas en salle où on peut se poser des questions, c'est difficile de vous faire intervenir. Moi, j'aime bien faire témoigner. Le format webinaire ne s'y adapte pas, mais en tout cas, Il y a c'est Alain qui possible voudrait d'avoir poser. des... Ouais, Mm. d'écouter Alain ça. peut s'exprimer, là, il a levé la main. Oui, j'avais une question. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, se pose un vrai problème du travail des jeunes, de l'emploi des jeunes, en particulier aux États-Unis. Parce que, en fait, pour l'intelligence artificielle dans l'entreprise, le plus important, c'est l'esprit critique. Et comment développer l'esprit critique quand on sort d'école? Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que l'attitude, enfin le comportement que vous avez décrit de la nouvelle génération n'est pas complètement aligné sur développer son esprit critique, puisque ils pensent savoir un peu mieux que tout le monde, quoi. C'est une Exactement. caricature, hein. Ouais, mais c'est pas une caricature. Moi, j'ai vraiment aussi ce constat que je fais, c'est que l'intelligence artificielle est devenue native pour cette génération dans le sens où c'est le premier réflexe avant tout autre réflexe. Et effectivement, la question de comment développer le discernement devient une vraie question qui, me semble, doit être aussi travaillée en entreprise, peut-être avec des contre-exemples sur des choses que pourrait répondre l'IA versus les choix qu'on fait et pourquoi. Et je pense qu'aussi, on a tous un rôle, donc nous dans l'entreprise, les anciens, on a un rôle, l'école a un rôle, mais qu'elle doit développer parce que c'est trop tôt pour elle et ça vient d'apparaître. Finalement, ça n'a que 3 ans d'existence et du coup, je pense, pas encore intégré dans les programmes. Je pense que les écoles, les universités commencent à développer ça, mais j'ai pas encore fait beaucoup de recherches, donc je peux pas supposer, enfin, je ne peux pas donner de mauvaises réponses là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discernement est un vrai sujet à développer, à travailler, et que nous, en entreprise, on a notre rôle à jouer. Ça, j'en suis convaincue. De... Là, par exemple, si je reprends un exemple concret que je connais, qui est mon fils qui vient d'être embauché en tant qu'ingénieur, donc son patron de la boîte dans laquelle il bosse, une boîte industrielle, invite l'ensemble des salariés à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, le patron du bureau d'études, qui est son chef, lui dit, bah, vraiment, utilise-le, utilise l'intelligence artificielle, mais dis-le nous et qu'on regarde ensemble. En fait, c'est de rendre ça complètement ouvert, mais que ça soit un sujet de discussion pour avoir cet esprit critique partagé qu'on peut aussi transmettre par l'utilisation en commun. Si, par exemple, le jeune utilise l'intelligence artificielle, s'il le dit à son boss et que son boss, du coup, dit, ah bah tiens, ça vient de l'IA, ce truc-là, on va regarder ensemble, et ben, de lui amener la manière dont il exerce son esprit critique et son discernement pour qu'il apprenne à faire. Donc, je pense que nous, on a un rôle à jouer là-dedans, il me semble. Parce qu'effectivement, c'est un sujet, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'utilise tout le temps maintenant. Enfin, c'est un vrai sujet de société, tout court. C'est indispensable. Mm. Alors, j'ai Pascal qui pose une question. Il est en ligne. Il me l'a posée par chat. Il peut la poser en direct. Ou je la lis, Euh, comme il veut. non, je vais la poser. Ouais, c'est bien. Vous avez parlé beaucoup, mais dans les entreprises aujourd'hui, il y a une vraie souffrance de la part des seniors. Alors, quand je dis seniors, au-delà de 50, 55 ans. Et quand on parle d'intergénérationnel, je pense qu'il faut aussi intégrer ces populations-là. Et ma question, c'est un peu aussi ben, quel est le lien et comment améliorer à la fois la fin de carrière des personnes dans l'entreprise. Quand je dis fin de carrière, c'est les 10, 15 dernières années aujourd'hui. Hein. Ça va loin. Et l'intégration des jeunes générations ce que je mettais dans mon message, c'est que tout le monde n'est pas manager. Et moi, je travaille dans des organismes où il y a beaucoup d'employés, de salariés qui ne comprennent pas la nouvelle génération, qui ont beaucoup de mal, qui se sentent de plus en plus exclus, de plus en plus en incompréhension avec cette nouvelle jeune génération. Et l'intergénérationnel, c'est pour moi aussi ces gros sujets-là qui sont d'actualité, quoi. Ouais, moi, je partage complètement votre avis. Au niveau sociétal, ça interpelle.
Parce que si on regarde que la partie émergée de l'iceberg, quand on n'est pas manager ou dans une entreprise où on se sent un peu mis sur le côté parce qu'on est plus ancien, plus expérimenté, enfin en tout cas on est dans les 15 dernières années de notre carrière, si on regarde de ce point de vue-là, les jeunes, on les trouve arrogants, sans gêne. On a tous ces critiques-là qui viennent, c'est désengagés, etc. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je voulais porter ce regard différent aujourd'hui en partageant leur point de vue pour comprendre, en fait, finalement, qu'en mettant en lien les deux générations, on peut se découvrir et aller voir dans le moteur, entre guillemets, comprendre pourquoi. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise intention, ni de la part des plus anciens, ni de la part des plus jeunes. Encore faut-il qu'ils aient l'occasion d'échanger, de se parler. Et donc, moi, je l'inviterais les entreprises à faire des binômes anciens-jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes, ils sont attachants. Vous les mettez avec un binôme, tout de suite, comme ils adorent le lien, ils adorent l'aspect amitié, etc., ils vont se lier d'une forme d'amitié avec le plus ancien et ça va briser en fait tous les a priori négatifs que l'un et l'autre ont sur l'autre. Donc moi, j'inviterais à organiser du transgénérationnel dans les groupes de travail pour éviter de cloisonner les anciens, les jeunes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite de la part de l'organisation managériale, pour le coup, d'y mettre une intention claire. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser au hasard des groupes de travail se faire, laisser au hasard des équipes se former, etc. C'est avoir une intention claire de mobiliser la diversité dans les équipes, y compris sur l'âge. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est seulement le lien qui permettra que ça disparaisse. Comme ça a été avec les Y. Les Y, on a eu le même sujet il y a 15 ans, hein, le même. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet du tout. Mais la génération Z, elle a cet impact un peu plus, comme leur caractéristique, c'est la spontanéité, la franchise, le côté, si j'y vais pas, tant pis. Enfin, ça peut paraître comme finalement l'inverse des valeurs des boomers et des X qui sont attachés à la valeur travail. Et donc, du coup, ça vient heurter. C'est comme si on appuyait sur leur bouton rouge. Donc, ça les met en réactif tout de suite. Ils ont l'impression que c'est pas possible, on peut pas, c'est inadmissible même d'avoir un comportement pareil. Mettons-nous à la place de l'autre, essayez de comprendre et vice-versa. Quand vous voyez un jeune critiquer un boomer ou un X en disant, mais de toute façon, lui, c'est au travail, c'est n'importe quoi de faire ça. Mais... Et en fait, il n'y a pas de compréhension parce qu'il n'y a pas ce temps d'échange de comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent. Donc, les faire travailler ensemble en autonomie, sans cloisonner, hein, donc vraiment les mettre ensemble sur un sujet commun. Et pour moi, une des clés qui amènera cet équilibre dans le regard qu'on porte sur l'autre. Mais il n'y a pas de magie, hein. Faut aussi mettre de l'intention. Il ne faut pas laisser faire les choses. Vous mettez les gens dans une même salle, ça va continuer à friter. Et après, il y a aussi, dans tout chemin de transformation, l'importance de mettre de la conscience sur ce qu'il se passe. Et ça, après, ça dépend un peu j'allais dire, des managers ou en tout cas de ceux qui créent ces environnements de travail aussi. C'est que, est-ce qu'on est capable collectivement de mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer entre nous? Quand on met un sujet au milieu de la table, il est à moitié traité. C'est toujours comme ça. Si vous avez, par exemple, vous comprenez quelque chose et vous le mettez en conscience, il y a déjà la moitié du changement qui est fait. Et en fait, tout changement passe toujours par la conscience. Et cette mise en conscience, il y a plein de façons de le faire. Mais en tout cas, ça veut dire aborder le sujet avec courage déjà. C'est déjà la première étape. Mais oui, je partage votre avis, hein, c'est un vrai sujet, les plus anciens. Tout à fait. Et à côté de ça, ton idée de tandem d'un jeune et d'un plus ancien, Oui. comme le plus ancien, a quand même, c'est une bibliothèque de connaissances, hein, et quand il s'en va, elle brûle en fait. Quand il décède, c'est pire. Mais le faire transmettre ce qu'il sait à quelqu'un qui a envie d'apprendre, bon, ils vont apprendre l'un de l'autre. Et moi, Systématiquement, je il y aura pense une aussi transmission. pourquoi pas organiser à la veille des départs en retraite sur des sujets où il y a besoin de technicité et de savoir-faire spécifique à l'entreprise. C'est pourquoi pas de missionner un jeune pour aller récupérer toute la masse d'informations, mais avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir en créer une bibliothèque faite par l'IA à partir des sources qui sont celles des anciens, et comme ça, elles sont disponibles et accessibles de manière plus... Il y a plein d'idées à créer, c'est-à-dire de mélanger les deux, de mélanger l'expertise qui doit être transmise avec les technologies portées par les jeunes, et tout ça, ça peut faire une mayonnaise incroyable. Il y a plein d'idées à créer, mais encore faut-il se poser la question, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de transmission, comme vous disiez, il y a un vrai sujet de transmission dans beaucoup d'entreprises, hein, dans plein de métiers, de toute taille. Et c'est une vraie opportunité, justement, de passerelle entre les deux générations. Oui, C'est sûr. eh oui.
Moi, je trouve que c'est Je- excellent, c'est génial comme sujet. Ouais. Il y a des métiers, comme tu disais, où il y a tellement de savoir-faire technique. Je l'ai eu chez des aciéristes et des soudeurs sous-mariniers, qu'un soudeur sous-marinier, quand il était vraiment au point, il prenait sa retraite. Donc, c'était un métier tellement long à acquérir en termes Alors de après, technique. il y a des métiers de pratique manuelle, c'est-à-dire qu'il faut des heures Oui. d'entraînement pour avoir le bon geste. Celui-là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il faut y passer faut pratiquer. Mm. Et par contre, sur des sujets de connaissances, là c'est intéressant de faire la passation. En fait, Sûr. le geste s'apprend aussi avec un expérimenté, hein, c'est pas ça que je dis, mais il faut quand même qu'il s'y mette, le jeune, quoi. Il va falloir qu'il pratique pour apprendre. Donc là, j'ai Alors, Claire ce que vous dites, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est un sujet que je connais plutôt bien, la partie pratique, c'est que il faut aussi l'accompagner par ce que vous disiez tout à l'heure, le feedback. La pratique, il faut un jeune motivé, bien sûr, qui a envie d'apprendre. Il faut quelqu'un qui sache le motiver pour découvrir le métier. Mais ce qui va faire la richesse de l'ancien, enfin, je dirais entre guillemets de l'ancien, c'est le feedback qu'il va lui faire pour corriger son geste et le faire évoluer, quoi. Carrément. Ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, j'ai Bruno Oui, qui a levé la main. Oui, vous Oui, voilà, m'entendez? il est là. Oui. Oui, Oui. oui. J'avais une petite question. On parlait souvent, c'est sur le domaine de la souffrance au travail. Pour certaines générations, on parlait du burn-out, des heures longues, la charge de travail. Est-ce que pour les générations plus jeunes, est-ce qu'il peut encore avoir cette forme de souffrance au travail qu'on serait justement pas même de détecter parce qu'on a l'impression qu'ils vont jamais partir en burn-out parce qu'ils s'arrêteront avant ou le travail n'est plus au cœur de leurs préoccupations, mais est-ce qu'il peut y avoir une forme qu'on pourrait pas forcément détecter et comment y être sensible? Parce qu'ils ont d'autres attentes, mais si on regarde avec Moi, je les pense qu'il y principes. a aussi, il y a toujours ces sujets de souffrance au travail et c'est pas générationnel. La souffrance au travail, elle vient aussi d'un environnement particulier et aussi de la capacité individuelle de résilience ou de résistance au stress. Et ça, c'est très, très, on va dire, personnel. Enfin, chacun est différent pour ça. Tout dépend de son histoire personnelle et de sa capacité à avoir déjà connu des échecs, des erreurs ou pas. Et donc, non, je ne dirais pas que la dernière génération est prémunie du burn-out. Ce serait mentir, surtout Mhm. que j'en ai déjà croisé, donc ce serait faux. J'ai des contre-exemples, en tout cas, pour illustrer ça. Mais la souffrance, après, je n'ai pas de connaissances précises sur comment elle se manifeste, mais à partir du moment où quelqu'un s'éteint, et déjà, il y a moins de dialogue. Donc, j'allais dire, les premiers signaux, dans tous les cas, c'est quand même quelqu'un qui un peu s'éteint. Enfin, il y a une espèce de notion de... Et ça se manifeste par du désengagement qui peut aller de je participe plus, je donne plus mes idées, à je viens plus aux réunions, à je suis absent, à la maladie ou j'en sais rien. Mais ça peut aller crescendo. Et je dirais, dès les changements de comportement, les premiers, quand on est dans une relation où on se connaît, on a des habitudes, questionnons avec des questions ouvertes sur les changements, parce que ça peut être déjà une façon de désamorcer et d'identifier. Donc, on ne peut pas faire de généralité. Enfin, il me semble que c'est compliqué de généraliser. La souffrance, elle se manifeste comment? C'est propre à chacun, la souffrance. La gestion du stress, vous voyez bien, entre vous et vos collègues, tout le monde a une façon différente de gérer le stress et c'est valable à tout âge. Donc, moi, je serais plutôt dans la rubrique de prêtons attention aux changements significatifs de comportement pour pouvoir aller voir ce qui se passe avant que ce soit trop tard. Parce que Mhm. parfois, les gens ne disent pas, enfin, de toute façon, on le voit, hein, les burn-out, les gens ne disent pas, ils ne disent pas, puis tout d'un coup, ça pète, mais ils gardent tout à l'intérieur. C'est compliqué d'identifier, hein. Mhm. Et moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas cette spécialité-là. Entendu. Merci pour cette réponse. Dans le chat, j'ai à nouveau des compliments pour toi et pour les NF aussi d'avoir organisé cette conférence et de tes conseils très pertinents. Voilà. Donc, Merci, ça me fait Claire, plaisir. oui, non, tu prendras le temps de regarder aussi le chat. J'ai quelqu'un qui a trouvé le lien de Radio France là, que tu évoquais tout à l'heure. Ah, C'est ça? super. Des choses à dire. Moi, j'ai particulièrement, entre autres, bien sûr, apprécié dans ta présentation, qui sera remise en pièce jointe avec le replay, c'était tableaux de synthèse où on voit effectivement la bonne définition de chacune pour moi, ça m'a éclairé, pour chacune des générations, et tes histogrammes avec les valeurs qui changent, les importances et priorités. Alors, j'avais Khalid qui a quitté, mais qui, effectivement, c'était une de ces questions qu'il avait posées déjà dès son inscription. Quelles sont les priorités
priorités et est-ce qu'il y a un croisement avec les valeurs? En fait, il y en a un et tu as bien repris ces éléments-là. As-tu quelque chose Dans, éventuellement? non, dans la dernière page de ma présentation que vous recevez par mail, que j'ai pas partagée, c'est simplement quelques questions pour se remettre en question. Donc, c'est des idées pour creuser le sujet en équipe si vous avez envie de travailler en équipe. Donc, c'est des suggestions de questions. Vous pourrez en élaborer d'autres, mais c'est des questions ouvertes qui vous permettent de réfléchir à vos modes de fonctionnement actuels versus que pourrait-on faire différemment. Voilà, petit cadeau Ben, final. naturellement, si vous voulez approfondir tous ces points-là, Maison d'Alfred et Priscilla se feront un plaisir de creuser. Il y a des cas d'espèce, il y a des choses. On n'a pas la prétention dans un webinaire d'être une formation, on est plutôt une source d'information. Et tu as su nous captiver sur ce sujet. Et je t'en remercie beaucoup, Priscilla. Et je remercie également pour vous libérer, hein, parce qu'on a dit que ça durait normalement 1 heure. Et là, Merci, au Merci à revoir. tous. Au revoir. ah oui, bonne fin de journée à tous. Merci encore, Priscilla. À bientôt.